Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes accompagnés de Jérémy Moisan, technicien gestionnaire d'espaces naturels. Aujourd'hui il va nous apprendre davantage sur l'écologie et le tourisme à la montagne. Alors pour commencer Jérémy, est-ce que tu pourrais brièvement présenter ton métier de gestionnaire, s'il te plaît? Bonjour Mélanie. Alors avec mon métier, on va être amené à travailler en espace naturel, souvent dans les aires protégées comme les réserves naturelles ou les parcs naturels régionaux. Et là-bas, on va mettre en place les plans de gestion, ou par des opérations de chantier de génie écologique, ou par des opérations de suivi d'espèces, ou de comptage, d'inventaire. On va protéger la faune et la flore. Peux-tu nous parler maintenant de la biodiversité en montagne? Alors pour répondre à cette question, il est d'abord important de comprendre qu'est-ce qui fait que la biodiversité est plus ou moins importante dans un écosystème, là ici la montagne. Alors il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs abiotiques. Donc les facteurs abiotiques, c'est les facteurs de tout ce qui n'est pas la vie, qui est abiotique, bios étant la vie. Et là-dedans, on va avoir par exemple le climat, l'altitude va beaucoup varier sur le climat. On va avoir le sol, le type de roche qu'on a, si le sol est acide, s'il est basique. Et en fait, quand on regarde la montagne, on observe que ces facteurs-là, ces facteurs abiotiques, varient très vite sur des courtes distances. Par exemple, l'altitude en montagne, elle va vite augmenter, ce qui va créer un climat qui va vite changer. Les sols, pareil, hein, comme les montagnes se forment de la percussion ou de la répercussion de mouvements tectoniques, on peut vite trouver des roches différentes. On peut avoir du granit, par exemple, à côté de basalte. Donc tout ça fait que du coup, la biodiversité va exploser. Telle roche, on va retrouver un cortège floristique qui amène un cortège faunistique propre, alors que sur d'autres roches, on trouvera d'autres ensembles floristiques faunistiques. En plus, en montagne, on est sur des paysages ruraux où l'homme coévoluait avec le reste de la biodiversité. Par exemple, important de parler des zones de pâturage, donc ces zones où en estive, l'été, on amène les bêtes broutées. Cette action-là maintient les milieux ouverts, et comme on fait ça depuis maintenant des milliers d'années, la faune en fait s'est développée et s'est adaptée. On va avoir par exemple des espèces d'insectes ou d'oiseaux qui ne peuvent plus vivre que dans ces milieux ouverts. Donc voilà, tous ces paramètres-là font que la biodiversité en montagne est très importante et très intéressante. Quel impact peut avoir le tourisme sur la montagne? En montagne, ce qui est intéressant, c'est que le tourisme a un impact favorable et à la fois défavorable. Par exemple, si on va commencer par le défavorable, il y a un phénomène qu'on appelle les chemins de désir. Ça a dû arriver à tout le monde, ça m'arrive moi le premier. Quand on randonne en montagne, il y a le sentier officiel, le sentier qui a été marqué, et on a pourtant envie de couper un petit peu hors chemin. On a envie de couper le lacet. Ces chemins-là qu'on crée, qu'on appelle les chemins de désir, à l'échelle de tous les touristes, à l'échelle de tous les promeneurs qui viennent en montagne, ces chemins se creusent et ça crée un maillage important. C'est que comme nous sommes sur des pentes, avec l'eau, le ruissellement, la montagne va s'éroder. Et on se retrouve du coup avec beaucoup de fractures, de fractionnements dans les divers habitats naturels de la montagne. Certaines espèces, si on prend des toutes petites espèces, par exemple, imaginons un insecte qui ne peut pas traverser les sentiers, imaginez-vous celle-ci comme une autoroute qui serait coupée, on va fractionner son habitat et il ne va pas pouvoir aller manger autre part, se reproduire et donc bien vivre. En revanche, le tourisme a aussi des impacts positifs. Parler notamment du cas du vautour, après sa réintroduction par exemple dans les Cévennes ou encore dans les Alpes, a attiré beaucoup de tourisme et donc les politiques locales ont été de développer un tourisme vert, un tourisme responsable de l'écologie. Une fois de plus, la montagne peut être un exemple de comment vivre en symbiose avec la nature. Ah, et une question dont on est nombreux à se poser, c'est comment se comporter en montagne quand on croise des animaux, et notamment des ours? Alors il faut savoir que la faune, les animaux ne sont jamais réellement violents si on sait comment se comporter avec eux. L'ours, à part quelques rares cas, ne sera pas violent avec vous. D'accord? Donc ces rares cas, ça va être quoi? Ça va être quand l'ours est accompagné, la femelle est accompagnée de ses oursons. Là, elle peut attaquer. Mais l'ours, en fait, l'animal va d'abord vous montrer qu'il faut que vous partiez. Il suffit juste de pas s'affoler, de pas partir en courant, de montrer pas votre dos à l'ours, et tout se passera bien. En fait, dernière petite précision, il faut avoir beaucoup de chance pour croiser un ours en montagne, hein. Les probabilités sont très 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 rares. Merci Jérémy pour toutes ces informations. Et chers auditeurs, sachez que si vous voulez camper en montagne, c'est possible à partir du moment où il n'y a aucune interdiction qui le précise. Et vous pouvez dormir à l'intérieur d'un parc naturel à 1 heure de marche de ses limites. Et donc merci Jérémy pour ton intervention et un grand merci à vous nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour en apprendre davantage, cette fois-ci sur le tourisme en mer. Belle journée à tous et encore merci. Merci.